Alors dans cette vidéo, je vais aborder la philosophie existentialiste de Jean-Paul Sartre, ce que Sartre nous dit de la liberté et en quoi il s'oppose très fortement à la théorie du déterminisme qu'on a vu, là je m'adresse au S6 notamment, qu'on a vu donc dans la première partie du cours sur la liberté. Alors pour ceux que ça intéresse déjà, Jean-Paul Sartre, vous trouvez une excellente synthèse de sa pensée par lui-même dans cet ouvrage, L'existentialisme est un humanisme. C'est une conférence que Sartre a lui-même donnée, c'est court à lire, c'est pas compliqué, et vraiment c'est une excellente introduction à sa philosophie, et puis même ça veut dire ça se suffit en soi pour comprendre quelque chose à l'existentialisme sartrien. Alors qu'est-ce que ça signifie, existentialisme? C'est un courant philosophique du XXe siècle, enfin, il en existe avant, avec l'existentialisme danois de Kierkegaard, par exemple, donc il y a eu d'autres formes d'existentialisme, hein. Mais disons que c'est vraiment un courant philosophique qui a eu toutes ses lettres de noblesse au XXe siècle, et dont l'enjeu est de remettre l'homme au centre de son existence. Refaire de l'homme un centre décisionnel, en fait. Et chez Sartre, l'idée, c'est de donner, en quelque sorte, à l'homme les pleins pouvoirs en ce qui concerne son existence, et de ne surtout pas accepter que cette existence soit déterminée par d'autres facteurs que le libre arbitre. Donc l'existentialisme est un humanisme, pourquoi? Parce que en effet, c'est une forme d'humanisme que de vouloir redonner à l'homme son pouvoir, ce qui lui revient. Sartre écrit cet ouvrage, développe sa pensée dans l'être et le néant pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est particulièrement pertinent, on pourrait dire, parce que à une époque de privation de la liberté, Sartre nous dit que nous sommes condamnés à être libres, pour le citer. Alors, que nous dit Sartre à propos de la liberté et en quoi est-ce qu'il s'oppose au déterminisme? Le déterminisme, pour rappel, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, tout ça a été vu dans le cours. Le déterminisme, donc c'est une théorie philosophique qui postule que l'homme et le monde sont régis par des relations de cause à effet nécessaires, au sens philosophique, donc qui ne peuvent pas ne pas être, et que nous sommes impuissants à changer. Donc le déterminisme peut être physique, il peut être biologique, il peut être psychique, sociologique, géographique, culturel. Bref, ce qu'il faut retenir du déterminisme, c'est que l'homme n'aurait absolument aucun pouvoir décisionnel. Le libre arbitre serait une illusion. Ce qu'il est, ses caractéristiques seraient données dès la naissance, notamment, et figé jusqu'à sa mort. Et il n'y aurait donc pas de possibilité d'être l'artisan de sa propre vie, de s'autodéterminer, bien sûr. Déterminisme et autodétermination sont absolument antithétiques. Alors Sartre, lui donc, est un partisan de la liberté humaine. Il ne nie pas l'existence de caractéristiques innées, dire ce serait complètement absurde, hein. Il ne nie pas que certains individus vont naître avec un handicap, par exemple, que certains vont naître dans tel milieu social, telle ville, et d'autres dans tel autre milieu et telle autre ville. Donc il ne nie pas l'existence de données initiales. Ce qu'il refuse, en revanche, c'est que ces données initiales puissent définir l'essence d'un individu, puisse définir un individu, c'est-à-dire, si vous voulez, pour parler très simplement, ce qu'il refuse, c'est que ces données initiales soient des étiquettes qu'on peut coller comme ça sur le front de l'individu. Bon bah tu es né dans tel milieu, dans ce cas-là tu es forcément déterminé à pratiquer tel sport, à avoir telle conduite à l'école, à poursuivre telle voie professionnelle. Voilà, c'est ça qu'il refuse. C'est l'idée que le déterminisme puisse être déterminant, justement. Donc en fait, il ne nie pas, j'insiste bien sur ce point-là, il ne nie pas que nous naissons en effet avec des caractéristiques qui nous sont propres, mais en revanche, ce qu'il nous dit, ce qu'il nous invite à faire, c'est à jouer librement avec ces caractéristiques,
à les refuser, si on veut les refuser, à les dépasser, à les accepter si on veut les accepter, mais en gros, il faut leur opposer la force de notre libre arbitre, le pouvoir de notre libre arbitre. C'est pour ça que dans le texte que vous avez dans le cours, l'extrait de L'être le néant de Jean-Paul Sartre, il fait une analogie avec un rocher. Alors, de même qu'un rocher semble nous barrer la route, de même un déterminisme peut sembler nous barrer le chemin vers la liberté, définie comme autodétermination de soi, c'est-à-dire comme le fait d'être ce que l'on veut vraiment être, de choisir ce que l'on veut faire, être, sans subir de contraintes, à savoir donc les contraintes du déterminisme. Donc, un rocher nous barre la route, de même on peut penser qu'un déterminisme nous barre la route. Et ce qui est évident, c'est qu'on ne peut pas déplacer le rocher. De même, on ne peut pas supprimer une donnée originelle. Si on est avec une malformation génétique, on ne peut pas supprimer cette caractéristique génétique. Et ça, Sartre, il en est bien conscient, il le reconnaît. Et que nous dit Sartre à propos du rocher? Il nous dit qu'on peut chercher à l'escalader, mais surtout, avant de l'escalader, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer son point de vue sur le rocher en question. Changer son point de vue, ça signifie, à propos du déterminisme, qu'il faut cesser de voir ce qui nous détermine comme un handicap, notre milieu social par exemple, il faut cesser de considérer qu'il puisse être stigmatisant, il faut cesser de laisser la société nous stigmatiser parce qu'on appartient à un tel milieu social, par exemple. Il faut changer son point de vue et il faut faire de ce qui peut sembler un désavantage une force, un atout. Je prends un exemple, un enfant qui est maltraité. Un enfant un adolescent, un jeune adulte, qui se lance qui réfléchit à son avenir professionnel et qui a donc au pied un très lourd boulet qui est son déterminisme psychique, c'est-à-dire le poids de son passé. Cet individu-là, s'il est déterministe, il dira « j'ai été maltraité, je serai probablement moi-même maltraitant, je ne sais pas quoi faire de mon existence, je ne peux rien faire, je ne vaux rien, si on m'a frappé, c'est que je le méritais bien, enfin bref, ça on pourrait dire, je caricature un petit peu, mais que c'est donc l'adolescent, le jeune adulte qui a subi des maltraitances et qui se laisse, par fatalisme, déterminer par son passé, par ce qu'il a vécu. Donc il est face au rocher et il baisse les bras, impossible bien sûr de le déplacer, impossible de l'escalader. Donc il reste bloqué. A l'inverse, on aurait le même jeune adulte qui lui va adopter la position sartrienne, donc de Sartre, et il va changer son point de vue sur ce qu'il a vécu. Et par exemple, il va se dire « mais ce que j'ai vécu, je peux en faire une force en fait. Par exemple, je peux devenir éducateur spécialisé et faire en sorte que plus personne, que aucun enfant ne subisse plus jamais de violence de la part de ses parents. » Ce serait ce que Sartre appellerait en effet changer son point de vue sur ce qui soi-disant nous détermine, refuser que ça nous empêche d'être libres, et justement s'en servir comme d'une aide précieuse pour escalader le rocher. Et une fois qu'on est en haut du rocher, contempler donc l'étendue de sa liberté. Alors d'où cette formule très célèbre, l'existence précède l'essence. Et chez Sartre, seul l'homme peut revendiquer donc cette formule. Ça veut dire quoi, l'existence précède l'essence? Partons de l'inverse pour bien comprendre. Chez mon stylo, l'essence précède l'existence. Ça signifie qu'avant même que mon stylo existe et soit là dans ma main, il a été pensé. Il a été pensé par un designer, un ingénieur, et ensuite il a été conçu en milliers d'exemplaires jusqu'à arriver donc sur mon bureau. Son essence, c'est ce qui le définit. Qu'est-ce qui définit mon stylo? Il est de couleur verte, il a de l'encre et une mine de taille moyenne. Ça, c'est son essence, c'est-à-dire ce qui le définit, ce qui le caractérise de façon essentielle, qu'on ne peut pas lui ôter. Parce que si on ôte à ce stylo la couleur verte, par exemple, bah, c'est plus un stylo vert.
Si on lui ôte l'encre, bah, c'est plus un stylo à encre. Donc tout ça, ça a été pensé avant qu'il existe. On pourrait dire que c'est pareil chez l'animal. Hein. Avant, enfin, je sais pas, vous regardez une chatte en gestation, par exemple, vous savez très bien à quoi, enfin, c'est pas que vous savez pas à quoi vont ressembler forcément les chatons, sur le plan du pelage, mais vous savez très bien quel comportement les chatons auront tout au long de leur existence. Vous savez très bien qu'ils vont avoir une existence faite de caresses, faite de croquettes, de mendicité de croquettes, faite de dodo, faite le besoin primaire, enfin bref, vous savez très bien à quoi va ressembler l'existence d'un chaton, quoi. Il va passer sa journée à dormir, à manger, à aller faire ses besoins et à se lécher. C'est tout. Et à jouer. Avec vous, ou pas. Et à griffer. Bref. À l'inverse, une femme enceinte, vous ne pouvez pas, d'un point de vue sartrien, vous ne pouvez pas, par avance, donner à son enfant, à son futur enfant à naître, vous ne pouvez pas lui assigner une définition, vous ne pouvez pas lui assigner un comportement, vous ne pouvez pas dire « Ah bah tiens, il va forcément se comporter ainsi, étant donné, par exemple, le milieu social de ses parents, ah tiens, il va naître dans tel lieu, et ben forcément il aura tel comportement. » Ça, ce serait chercher à définir, à enfermer dans une définition l'enfant qui est à naître, alors que si on suit bien la philosophie de Jean-Paul Sartre, on ne peut pas prédire par avance ce qu'un individu va être, va faire, d'accord? Justement, pourquoi? Parce que c'est à lui d'en décider par la force de son libre arbitre. Peut-être que cet enfant qui avait par exemple tout pour réussir, parce qu'il a deux parents, je sais pas moi, deux parents par exemple qui ont du temps à lui accorder pour l'aider dans ses devoirs, qui sont l'un est spécialisé par exemple dans le domaine plutôt littéraire artistique, l'autre dans le domaine scientifique, donc on dirait ah bah cet enfant il a tout pour réussir, en plus il a la chance d'avoir un prénom qui n'est pas stigmatisant, d'avoir la bonne couleur de peau dans une société qui est quand même assez raciste. Bref, on aurait tendance à dire, bon bah voilà, il est déterminé socialement, biologiquement, à réussir. Non, peut-être qu'il va faire d'autres choix, dira Sartre, qui n'auront pas été prévisibles en fait, qui ne pouvaient pas être prédits, et il va le faire parce que parce qu'il possède le libre arbitre, pardon. Parce qu'il possède le libre arbitre. Alors là, à la limite, cet exemple-là veut dire, c'est un peu facile. Là où moi je ne suis pas d'accord en fait avec Sartre, c'est que le déterminisme social notamment, mais aussi psychique, biologique, il est quand même très sérieux, hein. Et il repose sur des faits qui sont prouvés, il repose sur des études très minutieuses, en sociologie notamment, il repose sur des analyses scientifiques qu'on ne peut pas comme ça nier et puis d'un revers de main faire disparaître, quoi. Donc si on reprend le même exemple avec un enfant qui naît dans un milieu plutôt défavorisé, qui naît pas par exemple dans le centre d'une ville, mais en périphérie, dans un milieu plutôt défavorisé, avec des parents qui travaillent tous les soirs, qui ne peuvent pas suivre leur enfant comme il le faut, qui ne maîtrisent pas forcément bien la langue qui est parlée à l'école, par exemple. Si en plus cet enfant a le malheur de porter un prénom qui a tendance à être stigmatisé dans la société et de ne pas avoir la bonne couleur de peau, enfin je prends exactement l'inverse en fait de l'enfant que je décrivais tout à l'heure, là c'est un petit peu plus difficile quand même d'être sartrien, et de dire ouais mais c'est une question de volonté. Vous aurez toujours des gens complètement inconscients de la réalité sociale qui vous diront quand on veut on peut. Mais ça c'est de l'inconscience totale, et c'est aussi une marque d'absence totale d'empathie, donc de capacité à se mettre à la place de l'autre. Parce que ceux qui vous disent ça, quand on veut on peut, c'est ceux qui ont réussi, pas forcément parce qu'ils l'ont voulu, mais parce que ça n'a jamais été difficile pour eux de réussir, et de vouloir réussir. Ou alors ils l'ont voulu, mais faut dire, ils sont nés avec la volonté de réussir en fait.
Donc ces gens-là vous diront que la réalité sociale, enfin, inconscients justement de la réalité sociale, ils vous diront que les injustices, on peut toujours les dépasser, les escalader comme on escalade un rocher, et en plus ils vous diront, regarde, pour un tel ça a marché, il était au plus bas, et puis aujourd'hui il appartient à une caste financière, et puis, je sais pas moi, politique par exemple. Oui, mais pour une personne comme ça, il y en a combien anonymes, dont on ne parlera jamais du coup, qui sont restés dans le même milieu. Hein, faut pas oublier tous ceux dont on parle pas. Parce qu'on va citer, je sais pas, bon, on va citer Ronaldo, on va citer Steve Jobs, et on va dire, regardez, quand on veut, on peut. Mais on oublie tous ceux qui ont essayé, ou qui n'ont pas essayé, mais qui n'ont pas réussi. Et puis d'ailleurs, par exemple, notre gouvernement, il est pas stupide, hein, il sait très bien que le déterminisme social notamment est une réalité, surtout en ce moment par exemple, puisqu'il est beaucoup question d'équité, puisqu'il est question des inégalités scolaires que rencontrent là les élèves en période de confinement. Donc dire le déterminisme est une réalité qu'on ne peut pas nier. Là où Sartre, et c'est là que je suis pas d'accord avec lui, là où Sartre vous dira, quand on veut, on peut, il ne faut pas se donner d'excuses. Parce que c'est vraiment ça, en fait, ça c'est un concept sartrien hein, qui lui est cher, hein, c'est le concept d'excuse, de mauvaise foi. C'est quoi être de mauvaise foi? C'est justement se laisser être déterminé. C'est justement, comme lui il dirait, se cacher derrière un déterminisme pour ne pas assumer la responsabilité de ses échecs. Parce que c'est clair que celui qui a pris toute la mesure, toute l'étendue de son libre arbitre, celui-là il est seul. Il est seul face à ses choix, face à ses actes. Il est entièrement responsable. C'est clair que si je suis déterminée, que je me laisse par fatalisme être déterminée, quelque part, c'est plus confortable. Pourquoi c'est plus confortable? Parce que dans ce cas-là, c'est aux autres que je vais reprocher mes échecs. Je dirais, mais t'as vu dans quel milieu je suis née? Tu as vu l'enfance que j'ai eue? Tu as vu comme la société stigmatise les gens comme moi? Tu as vu ce qui est fait pour les personnes handicapées? Enfin bref, on va se trouver, alors Sartre donc dirait des excuses, et il le dit avec mépris, hein. Moi j'aurais plutôt tendance à dire, on va trouver des justifications, on va trouver des raisons qui expliquent qu'on n'a pas pu faire usage de son libre arbitre. À l'inverse, l'homme sartrien, donc, il va accepter d'être seul face à son existence, sans excuse, donc il refuse, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être déterminé. Ses caractéristiques initiales, il refuse d'en faire des faiblesses, des désavantages, il en fait des avantages. Mais du coup, s'il échoue, quand même, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Je sais pas, je prends l'exemple d'un enfant par exemple qui est né dans un milieu agricole par exemple, milieu agricole et puis qui semble déterminé à reprendre l'exploitation, à faire des études agricoles. Bon, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais surtout en ville bien sûr, mais ça se trouve encore. Hein. Dans les campagnes, donc déterminé à reprendre l'exploitation agricole, il n'ose pas forcément faire remarquer à ses parents que lui, il a d'autres ambitions. Voilà, ça, ce serait notre jeune qui se laisserait déterminer, qui accepterait d'être déterminé par son milieu social, voilà, et qui accepterait d'être déterminé par l'éducation qu'il a reçue. Les parents ont le dernier mot, on n'a pas... tu n'as pas ton mot à dire, toi, en tant qu'adolescent, par exemple. À l'inverse, on aurait donc le même jeune homme sartrien, qui se revendiquerait donc de cette philosophie du libre arbitre au pouvoir absolu, et qui déciderait donc de ne pas poursuivre des études en lycée agricole, qui couperait même les ponts, en fait, qui se fâcherait avec sa famille, qui couperait les ponts, alors que l'autre, du coup, a fait des études en lycée agricole, il est resté dans sa famille, mais il est profondément malheureux, et comme je le disais tout à l'heure, son malheur, plus tard, il dira que c'est la faute de ses parents,
D'accord? Ça, c'était l'autre individu. Notre individu sartrien, lui, du coup, il va finalement arriver il va arriver à la même conclusion, à savoir je ne suis pas heureux parce que j'ai coupé les ponts, parce que j'ai décidé de faire des études de philosophie, par exemple, plutôt que des études agricoles, et en fait ça ne me convient pas, je suis malheureux. Donc vous voyez, la conséquence est la même pour les deux. Les deux sont malheureux. Sauf que le premier, son malheur, donc il peut le faire tenir et payer à ses parents, alors que le deuxième, il sait très bien que c'est lui qui en est responsable. Donc c'est pour ça que Sartre nous dit la liberté, elle est angoissante. Pourquoi elle est angoissante? Parce qu'il faut assumer les conséquences de ses actes. C'est ça ce qu'on appelle la responsabilité. Et la responsabilité, bah bien sûr, c'est la contrepartie de la liberté. Tu fais usage de ton libre arbitre, très bien, mais dans ce cas-là, tu assumes l'usage que tu vas en faire. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne veulent pas, d'après Sartre, assumer leur liberté. C'est par la peur de la responsabilité. Voilà, je vous ai vraiment très rapidement synthétisé la pensée donc, de Jean-Paul Sartre. Ce qu'il faut retenir vraiment en 2 mots, c'est le pouvoir de ton libre arbitre est sans limite, il est absolu, tu peux faire ce que tu veux, à condition de t'en donner les moyens, et à condition de refuser les théories du déterminisme. En gros, c'est ça. Je vous ai exposé, moi, les points de critique que j'ai, enfin que je ferai à cette philosophie-là. Voilà, le déterminisme me semble beaucoup plus sérieux, beaucoup plus fourni, tout simplement. Enfin, si on veut parler si on veut faire parler les chiffres, hein, on a beaucoup plus quand même d'individus déterminés que d'individus qui sont la preuve d'un usage du libre arbitre. Et là, je reprends le cours d'avant sur la servitude volontaire. On voit quand même beaucoup plus d'individus qui obéissent à des pratiques qu'ils ne cautionnent pas, par exemple, donc c'est-à-dire là qui sont soumis au déterminisme culturel, que d'individus qui remettent complètement en question, après prise de conscience, les attendus de leur culture. Enfin, j'ai l'impression, beaucoup plus de gens sont déterminés culturellement qu'il n'y a de personnes qui semblent chercher à remettre en cause justement des habitudes culturelles. Donc Sartre, en fait, je crois que c'était bien l'époque où ça a été... Enfin, sa pensée était bien pour l'époque, en fait, l'après-guerre, enfin, la guerre et l'après-guerre. Avant, finalement, l'avènement avant l'avènement... Enfin, comment dire avant tous les bouleversements qu'il y a eu dans la seconde partie du XXe siècle, le renforcement de certaines inégalités, certains mythes aussi qui ont été créés, le mythe de l'école pour tous, de la démocratisation du savoir, le baccalauréat pour tous, ce sont des mythes qui ont été créés. Malheureusement, les moyens ne sont pas faits pour permettre à tout le monde de parvenir donc à la hauteur du mythe. Donc Sartre, il a quand même écrit un petit peu tôt dans le XXe siècle. S'il avait écrit dans les années 80, 90, je ne suis pas certaine qu'il aurait continué face à toutes les injustices, les inégalités de naissance. Je ne suis pas sûre qu'il aurait continué de soutenir ses principes. Enfin, je sais pas. Enfin voilà, c'était donc un aperçu donc de la philosophie de Sartre et un petit rappel de la philosophie déterministe. Et je précise juste pour terminer que dans le cours, je vous ai mis des exemples qui sont vraiment très éclairants à mon avis. L'exemple d'Hélène Keller, notamment, donc je reprends pas, je pense que c'est bien expliqué dans la vidéo dont je vous ai mis le lien, la vidéo de Brut, donc l'existence d'Hélène Keller qui clairement est une existence qui nous prouve que l'on n'est pas nécessairement assigné à une définition, en l'occurrence ici la définition petit enfant handicapé, sourde, aveugle et muette. Et je vous ai mis aussi comme exemple l'exemple de la définition dans laquelle sont enfermées, se laissent enfermer, mais aussi sont enfermées la plupart des femmes en fait.
presque la totalité des femmes, qui acceptent une définition, donc une étiquette, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui acceptent qu'on définisse à quoi leur existence doit ressembler, à quoi leur comportement doit se conformer. Je vous ai mis la vidéo, le spot de Cynthia Nixon, Be a Lady, à ce propos. Voilà, donc définition en fait qu'on peut très bien faire voler en éclats une fois qu'on a compris qu'on n'a pas à se conformer à une définition. Là ici, vous voyez, ce serait lié au déterminisme culturel. Hein. Se laisser définir par les autres, laisser les autres, pardon, définir ce que doit être une femme, ce que doit faire une femme, hein, c'est céder au déterminisme culturel. Donc là, éventuellement, je serais d'accord avec Sartre, plutôt Simone de Beauvoir, ce serait plutôt elle, hein, qui aurait beaucoup parlé de ce sujet-là, de la liberté de la femme. Là, je serais d'accord avec Beauvoir, et donc par extension avec Sartre. Ici, il y a une vraie liberté à reconquérir. C'est moi, c'est vraiment sur le plan de déterminisme social et psychique, et biologique, que j'ai beaucoup de mal avec la pensée sartrienne. Enfin, je ne l'ai pas dit tout à l'heure aussi, mais sur le plan génétique, sur le plan biologique, le discours quand même est assez pessimiste. Hein. Quand même difficile, hein, malgré la volonté de se défaire de certaines caractéristiques génétiques. La psychiatrie, elle, bien sûr, son but, enfin la psychologie plutôt, son but c'est d'être optimiste, hein. C'est de faire croire